Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le chef de l'État rwandais a offert jeudi dans l'après-midi un déjeuner au corps diplomatique accrédité au Rwanda ainsi qu'aux représentants des différentes organisations internationales. Dans son adresse, le président de la République, Paul Kagame, a appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités afin de trouver une solution durable à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, au lieu de rejeter chaque fois le tort au Rwanda. Kassim Youssouf nous fait le point. Le président Paul Kagame a exprimé sa gratitude envers ses représentants pour leur collaboration, les considérant comme des partenaires importants dans les programmes de développement du pays. Dans son discours, le chef de l'État a de nouveau insisté sur la question de l'insécurité dans la région, en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a également souligné l'attitude de la communauté internationale qui fuit ses responsabilités car, selon lui, lorsque ce problème est évoqué, toute la responsabilité est attribuée au Rwanda. That also shows, or maybe prove, et cela montre également pourquoi ces problèmes sont attribués au Rwanda. La raison en est que c'est leur façon d'éviter toute responsabilité et c'est aussi une réponse facile, surtout lorsque les gens leur demandent pourquoi ils sont là depuis toutes ces années et veulent toujours y rester. La raison est qu'ils n'ont jamais résolu le problème. Donc pour eux, la réponse simple est de dire que c'est le Rwanda qui continue de jouer un rôle dans ce problème. being part of the problem. C'est à ce propos que le président Kagame a expliqué la raison de cette fuite de responsabilité de la communauté internationale, notamment en ce qui concerne le groupe FDLR qui actuellement collabore étroitement avec le gouvernement congolais, la communauté internationale préférant fermer les yeux sur les atrocités commises par ce même groupe sous les yeux de tout le monde. And again, associated with that, the very people. On trouve que cela a quelque chose à voir avec les gens qui sont partis après avoir commis le génocide contre les Tutsis. Ils sont toujours là. Ils ont toujours les armes, ils ont toujours l'idéologie du génocide qu'ils sèment dans les pays voisins et ils sont soutenus par le gouvernement et les dirigeants de ce pays. Et cela se produit sous les yeux de la communauté internationale, qui ne cesse de parler des valeurs qui doivent être suivies et montre également que la raison pour laquelle les forces onusiennes sont au Congo est d'éradiquer les groupes présents sur cette terre, y compris les problèmes qui sont venus d'ici, notamment ceux qui ont commis le génocide et qui sont là, et l'idéologie est les mêmes. Be it the genociders or the ideology itself. Le président de la République, Paul Kagame, a souligné que, quoi qu'il arrive, le Rwanda ne reviendra pas en arrière. We have paid our highest price ever in our lives. Nous avons payé le plus grand prix possible dans nos vies, à savoir le génocide commis contre les Tutsis. Je ne pense donc pas que nous pourrons encore une fois rembourser le prix que nous avons payé il y a 30 ans, quelle que soit la puissance de qui que ce soit. Le président de la République, Paul Kagame, estime qu'une coopération totale est nécessaire pour résoudre ce problème plutôt que de se rejeter mutuellement la faute. Le chef de l'État a particulièrement insisté sur la nécessité d'examiner ce problème à partir de ses racines, surtout que c'est ce qui permettra de s'orienter à une solution durable à ce problème qui dure depuis de nombreuses années. Justement, à propos de la République démocratique du Congo, la plupart d'observateurs et analystes de la politique dans la région de Grand Lac estiment légitime le combat mené par le groupe politico-militaire de M23 en reprenant les localités où se trouvent les terres de leurs ancêtres. C'est aussi le point de vue de maître Jean-Baptiste Gasso Minari qui s'est entretenu avec mon collègue Jean-Pierre Kagabo. Aucune raison objective qui
pourrait par exemple pousser l'Union européenne ou je ne sais pas le gouvernement des États-Unis ou notre gouvernement de pays occidentaux de s'indigner parce que le M23 a libéré les zones qui étaient sous contrôle des FDLR et d'autres forces négatives, alors que ce sont leurs terres. Donc, ils ont en fait libéré les fermes de leurs parents, ils ont libéré les collines où ils sont nés, ils ont libéré le membre de leur famille, et voilà pourquoi ils sont accueillis avec chant, avec danse, par la population locale. Donc, que l'Union européenne s'indigne, que les États-Unis s'indignent, moi je pense que le M23 va toujours continuer à gagner du terrain, parce que bon, disons, le chien aboie, la caravane passe. En quoi est utile le Massissi pour M23, mais aussi pour le gouvernement? Oui, bon, le Massissi est un des 6 territoires qui composent la province du Nord Kivu. La perdre, c'est perdre un territoire, et la conquérir, c'est conquérir un territoire de plus. Donc c'est significatif pour le gouvernement congolais en termes de pertes, et c'est très significatif pour le M23 en termes de gains. Donc parce que c'est un territoire agro-pastoral, mais n'empêche aussi qu'il y a le plus grand gisement de coltan au monde, qui semblerait abriter les plus grosses réserves du coltan au monde. C'est un minerai quand même rare, c'est un minerai qui est recherché, surtout qui intervient dans la fabrication des outils électroniques qui sont aujourd'hui en vogue. Donc ça a une signification sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, et sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc c'est vraiment Massissi, je dirais que c'est le cœur même du Nord Kivu. Ça fait des années que les FDLR opèrent dans la région de Massissi et les autres miliciens. Pourquoi la condamnation du M23 de la part de la communauté internationale? Moi, je pense que c'est simple à comprendre. Parce que les FDLR ont été déployés dans ces régions depuis bientôt 30 ans. Ils ont cohabité avec la MONUSCO toutes ces années. Le simple fait de venir conquérir ces entités sous le nez de la MONUSCO est une façon de défier cette communauté internationale qui aimerait bien pérenniser ce conflit, parce que la communauté internationale a le moyen pour pouvoir terminer le conflit à l'est du Congo, mais il le pérennise à dessein. Donc quelqu'un qui vient libérer ces entités, qui ne permettra pas que ce conflit se pérennise, est une menace pour la communauté internationale. Donc je pense que les condamnations qui viennent de partout ne sont motivés que par ça. Donc, nous avons déployé des hommes. La plus grande mission de maintien de la paix au monde est déployée au Congo, et plus de 80% de ces effectifs sont à l'est du Congo, à l'occurrence au nord et au sud Kivu. Mais cette force, la plus grande mission de maintien de la paix au monde, est incapable de déloger une milice qui s'appelle le FDLR. Une milice responsable du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Une milice dont le gouvernement congolais présente comme une milice faible, mais qui ne peut être ni anéantie par le gouvernement congolais, ni par la MONUSCO. Et du coup, un bon matin, un mouvement comme le M23 vient libérer des territoires qui étaient contrôlés jadis par le FDLR. Donc, c'est une défiance à l'égard de la communauté internationale. Donc, le communiqué ne signifie autre chose que la vengeance. Vous voulez exposer nos faiblesses ou vous voulez déjouer nos plans. Voilà pourquoi nous sommes contre vous. Mais le FDLR qui tue, d'abord, c'est une milice génocidaire, c'est une milice qui n'a cessé de tuer, c'est une milice qui n'a cessé de violer, c'est une milice qui n'a cessé de faire des destructions méchantes, mais pour nous, on peut accommoder et il ne pose aucun problème. Le problème, c'est vous, parce que vous voulez que la région soit sécurisée. Parce que ce n'est pas un secret pour personne. L'Est du Congo, où opère le M23, les zones sous contrôle du M23 sont plus sécurisées que les zones sous contrôle du gouvernement, y compris les zones où se trouve la MONUSCO et d'autres forces, dont l'armée burundaise,
les mercenaires blancs qui opèrent à l'est du Congo en toute impunité. Je rappelle que c'est un crime contre le droit international de maintenir des mercenaires. Mais au Congo, il y a des mercenaires, personne n'en fait mention, comme si ce n'était pas un problème. Pourtant, la charte de l'Union africaine l'interdit, la charte des Nations unies l'interdit, mais au Congo, on peut utiliser le mercenaire, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le gouvernement Tshisekedi peut corrompre tout le monde et amener tout le monde à ses terres, même face à des atrocités. Vous les avez vus, on lynche les gens au cours de la journée, on brûle les gens, on mange les gens, les actes de cannibalisme. Mais est-ce que vous avez vu une seule mention de ces actes dans ces rapports des soi-disant experts des Nations Unies? Parlons à présent coopération et diplomatie. L'ambassadeur de la Turquie au Rwanda, Aslan Alper Tuksel, indique être satisfait de la coopération en matière de développement existant entre son pays et le Rwanda et souligne qu'il s'agit d'un progrès qui va se poursuivre davantage au bénéfice de deux parties. Il a fait cette déclaration à sa sortie d'audience avec le président du Sénat, Dr Kalinda François-Xavier. It has been a fruitful discussion. We have focused on the rapidly developing relations. Ce furent des discussions importantes qui se sont focalisées sur l'accélération du développement entre la Turquie et le Rwanda. Nous avons également examiné les perspectives d'avenir et les deux parties se réjouissent des bénéfices que cette coopération apportera. That the both countries will mutually benefit. De son côté, le président du Sénat, Dr Kalinda François-Xavier, a fait savoir que les deux parties se sont engagées à renforcer les bonnes relations entre le Rwanda et la Turquie dans plusieurs domaines, notamment de la coopération entre les parlements des deux pays. C'est pour la première fois qu'il visite le Sénat et nous avons en général parlé de la coopération existante entre la Turquie et le Rwanda, une coopération en fait au beau fixe et qui s'améliore davantage parce qu'elle a débuté en 2013. Nous avons donc parlé de la coopération entre la Turquie et notre pays et de comment la promouvoir davantage et nous avons abordé particulièrement la coopération entre les parlements du Rwanda et de la Turquie et nous les avons informés qu'une liste des membres du Parlement avec qui ils vont entretenir des discussions leur sera bientôt transmise, que nous avons appelé groupe d'amitié interparlementaire. La Turquie entretient une coopération avec le Rwanda dans différents domaines, notamment la promotion des sciences et technologies, le commerce et l'investissement, la culture et l'innovation. Toujours en rapport avec la diplomatie, l'ambassadeur d'Algérie au Rwanda, Mohamed Mella, affirme que l'avenir des relations entre le Rwanda et l'Algérie est promoteur car les deux pays partagent de nombreux points en matière de politique, tant au niveau régional qu'international. Les diplomates algériens ont déclaré que les relations entre les deux pays se sont renforcées après la visite du président de la République Paul Kagame en Algérie en 2015. Dans un entretien avec notre consoeur Francine Oumutesi, l'ambassadeur d'Algérie au Rwanda, Mohamed Mella commence par nous dire comment se portent les relations entre les deux pays. Actuellement, les relations entre le Rwanda et l'Algérie sont excellentes. Je voudrais exprimer la profondeur de bonnes relations, d'amitié, de solidarité et de coopération entre l'Algérie et le Rwanda. Comme vous le savez, cette relation a été concrétisée par la visite officielle qu'a effectuée son Excellence le président Paul Kagame en 2015 en Algérie, qui a donné un second souffle à cette relation. Et cette année, pour prendre cette année 2024, nous avons eu beaucoup de visites officielles ici à Kigali et à Alger, notamment par la visite du chef d'état-major d'Algérie, le général-major, chef d'état-major M. Chengereha, qui est venu en février à l'invitation de son homologue rwandais, le général
Moubarak Makanga. Donc ça a été une très bonne visite d'échange, d'expérience, de connaissances. Elle a été suivie aussi au mois d'avril par le ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, qui est venu ici à Kigali, représentant du président de la République, pour la commémoration du 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis rwandais. Donc il était là. Elle a été suivie aussi au mois d'août par la visite du président de l'Assemblée nationale populaire algérienne, M. Bourali. Donc ça a été lors de l'inauguration de l'investiture de son Excellence le président Kagame. Donc il a eu une très très bonne visite ici. Côté rwandais, nous avons eu beaucoup de délégations rwandaises cette année, notamment par la visite de Madame la ministre de la Jeunesse et des Arts. Donc il y a eu beaucoup d'échanges entre nous. Donc il y a une très forte dynamique, ça sur le plan bilatéral, sur le plan multilatéral aussi. Alors, quels sont les principaux domaines de coopération entre les deux pays et comment avez-vous vu cette coopération évoluer au fur des années? Oui, cette coopération, effectivement, elle évolue. Nous avons beaucoup de domaines de coopération. Donc, il y a une coopération militaire, sécuritaire. Il y a une coopération dans le domaine de l'éducation. Comme vous le savez, chaque année, l'Algérie, elle offre 2000 bourses pour nos amis africains, pour les étudiants africains. Et parmi ces 2000, il y a un quota pour le Rwanda. Donc, chaque année, nous donnons à nos amis rwandais des bourses d'études en Algérie dans différentes spécialités, et surtout que lors de la conférence internationale qui a eu lieu au mois de décembre à Nouakchott sur l'éducation et l'employabilité, il y a eu cette rencontre entre les deux chefs d'État, le président, son Excellence le président Paul Kagame avec son Excellence Abdelmajid Tebboune, qui sont vus à Nouakchott en marge de cette conférence. Ils ont discuté des relations bilatérales, des échanges, du développement de cette coopération, notamment dans le domaine des infrastructures, de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'énergie, des produits pharmaceutiques. Il y a toute une gamme de variétés de domaines qu'on peut développer. Et là, je pense que les échanges vont très bien et on va développer encore plus cet échange dans les domaines, comme je vous ai dit, de l'agriculture, de l'éducation, formation professionnelle, énergie, voilà, en substance. Moi, en tant qu'ambassadeur, je vais œuvrer pour le renforcement de cette coopération entre l'Algérie et le Rwanda, quand même, qui est un pays important dans la région des Grands Lacs, dans le continent africain. Donc, nous ferons en sorte de développer, de faire avancer les choses à travers nos discussions, à travers nos visites, à travers nos échanges, de cette coopération à tous les niveaux, politique, économique, parlementaire. Voilà. Donc c'est ça le rôle de l'ambassadeur, c'est de faire connaître l'Algérie ici au Rwanda et de faire connaître le Rwanda en Algérie. Il faut savoir aussi que l'Algérie, depuis 1962 à nos jours, elle a formé 65 000 étudiants africains. Et parmi eux, nous avons beaucoup de cadres rwandais qui sont toujours en exercice, en fonction, qui ont fait leurs études en Algérie. Donc on va continuer sur cette dynamique en offrant des bourses, davantage de bourses à nos frères rwandais, d'abord pour développer l'éducation, la formation professionnelle, pour faire connaître l'Algérie et aussi développer nos échanges. Voilà, en tout cas, je souhaiterais quand même continuer sur cette dynamique, sur cette lancée, pour que nos deux pays se connaissent beaucoup plus, s'échangent beaucoup plus, font beaucoup de visites et convergent pour le développement de l'Afrique. C'est notre priorité. C'était donc l'ambassadeur d'Algérie au Rwanda. Poursuivons l'actualité. Au cours de cette semaine, d'éminents juristes et magistrats du continent africain se sont donné un rendez-vous à Kigali pour réfléchir sur la réinvention du droit au service de la démocratie. Je puis m'entretenir avec le directeur général de la FIDEMO qui avait organisé cette rencontre ici à Kigali. La FIDEMO, donc, qui est cette organisation qui innove pour la démocratie en Afrique. Suivez cet entretien qui a eu lieu en dehors de ces studios.
à l'entretien de la semaine, ce rendez-vous que vous avez l'habitude de suivre, qui revient sur les faits importants ayant marqué l'actualité de la semaine. Cette semaine, il y a ce grand rendez-vous, ce symposium à Kigali qui réunit des grands juristes de toute l'Afrique qui se retrouvent ici et au-delà du continent. Nous avons le plaisir de recevoir pour l'entretien de la semaine le professeur Achille Bembe. Bonjour professeur. Bonjour. Et donc, bienvenue à Kigali. Vous êtes ici à Kigali pour animer ce symposium qui a comme thème démocratie et réinvention de la théorie du droit en Afrique. Une thématique assez ambitieuse, n'est-ce pas? C'est ambitieux, mais en même temps, c'est significatif que cette rencontre ait lieu ici à Kigali, au Rwanda. Parce que le Rwanda, post-génocide des Tutsis, est un laboratoire extrêmement important pour le continent. Un laboratoire où on voit un pays tenter de sortir, de par ses forces propres, d'un état de non-droit qui a débouché quand même sur une catastrophe. Et marcher à pas résolus vers un futur qui est par définition un futur ouvert. Tout cela en réhabilitant l'idée que chacun compte. Tout un chacun compte, tout un chacun a des droits, les mêmes, tout en réhabilitant l'idée également qu'on ne peut forger de communautés politiques viables que sur la base de la justice. Et évidemment aussi de la réconciliation, surtout là où il y a eu des événements aussi traumatiques que ceux qui se sont passés ici. Et dans cette affaire du passage de l'état de non-droit qui conduit à la catastrophe vers un état de droit juste et réconcilié, je pense que le Rwanda en est un exemple pratique, mais avec une signification et évidemment théorique aussi. C'est pour ça que le symposium est ambitieux, mais on part sur des bases très concrètes en réalité. Oui, vous avez évoqué au cours de votre intervention, c'était ce fait que le Rwanda peut être considéré comme un laboratoire, hein, un pays qui a traversé une expérience douloureuse, hein, avec la mise, donc l'état de droit qui n'était pas respecté, n'est-ce pas? Et qui il était détruit. Détruit complètement. Tout à fait. Oui. Et comment est-ce que le Rwanda peut être un peu le laboratoire des autres pays? Parce que l'Afrique connaît autant de défis. L'Afrique connaît d'immenses défis, notamment justement en tout ce qui touche à la construction d'un état de droit tel qu'on vient de le définir. Un état où chaque vie compte. Un état où existe un minimum d'égalité entre ses composantes. Un état où on a affaire à des sujets actifs, à des citoyens. Un état où il existe une relative parité entre les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux. Mais aussi un État capable de assurer la protection de ces gens, protection contre la faim, contre la soif, contre les intempéries en cette époque de désastre écologique, protection également contre toutes sortes d'insécurités. Et donc c'est à ce type de défi que l'on fait face dans le reste du continent. Protection aussi contre l'indignité, parce que la violence, elle commence par le déni de la dignité des uns et des autres.
Et de ce point de vue, je dirais que la situation, elle est relativement contrastée, dans le sens où je ne dis rien de nouveau. Les progrès réalisés ici au Rwanda depuis plusieurs années montrent tout de même le chemin. Surtout lorsqu'on les compare aux performances très médiocres que l'on enregistre ici et là. Tout cela reposant sur quoi? Sur une gouvernance nette, claire, résolue, déterminée. Tout cela reposant sur une éthique du bien public, du bien commun, la lutte contre la corruption, le respect des règles et des procédures, l'entretien des milieux de vie, à commencer par là où on habite, les rues sur lesquelles on marche, la salubrité, l'hygiène. Tout cela, à mon avis, c'est des exemples très concrets qui montrent que cela est possible et que notre avenir, c'est à nous de le dessiner et qu'il n'y a pas de fatalité. Vous dirigez cette fondation de l'innovation pour la démocratie. Vous avez des grands projets pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, en quelques mots, quel est votre rêve pour l'Afrique avec cette fondation que vous avez participé à la création? Le grand rêve qui nous habite depuis très longtemps, je dis nous les Africains, sur le continent et dans la diaspora, c'est quand même le rêve d'un continent debout. Et non pas agenouillé, debout sur ses propres jambes. Ça a été notre rêve depuis l'époque de la traite des esclaves, l'époque du colonialisme, et c'est notre rêve aujourd'hui que l'Afrique soit un acteur géopolitique. Pour moi, l'Afrique est, s'il me fallait la définir, je pense qu'elle a une réserve de puissance et en même temps une puissance en réserve. Et que nous sommes appelés à actualiser justement ces deux potentialités. Et on le fera en ouvrant le continent sur lui-même. Nos gouvernants essaient de le faire à travers un certain nombre d'accords, livre commerce, etc. Il faudrait aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire bâtir des ponts, beaucoup de ponts, là où d'autres cherchent à bâtir des murs. Créer des passerelles, ouvrir notre espace intellectuel pour que notre continent devienne un vaste espace de circulation. Des idées, des êtres humains, des produits, etc. Je pense que c'est en retrouvant ces vertus de l'ouverture de la circulation que nous ferons du continent un lieu habitable et hospitalier pour l'ensemble du vivant. Merci beaucoup, professeur Achille Bembe. Je rappelle aux téléspectateurs de la télévision rwandaise que le professeur Achille Bembe est donc le directeur général de la FIDEMO, la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette grande édition du journal en langue française. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale.